Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Réservez vos billets pour la 200e de Silence on roule. La VEC est préoccupée par les mesures du budget 2025 du gouvernement du Québec. Honda et Acura obtiendront l'accès au superchargeur Tesla. Hyundai et GM sur le point de signer un important accord. BYD dépasse Tesla en 2024 et le gouvernement du Québec va annoncer 374 nouvelles bornes de recharge. Chronique Supercharge, louer un véhicule électrique en France. Chronique, il n'y a pas juste des voitures, les motos série X de Zero Motors. Et en grande entrevue, on parle des feux de voitures électriques. Est-ce que ça arrive souvent et quels sont les enjeux liés à ce type d'incendie? Un véhicule électrique, pour moi, c'est pas un stress. Les trottinettes, les vélos électriques et tout ce qui fonctionne avec des piles au lithium, c'est ce qu'on appelle la micromobilité, c'est un défi pour nous. Bienvenue à votre podcast Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère également que vous avez téléchargé l'épisode de la semaine dernière, le hors-série, sur les statistiques d'immatriculation de l'année 2024. En fait, c'était le dernier trimestre de 2024 et également un récapitulatif de l'année au complet. Quelle année 2024 au niveau des immatriculations, des ventes et des immatriculations de véhicules électriques. Une année record à plein de points de vue. Évidemment, comme on dit, c'était le calme avant la tempête avec tout ce qui est arrivé dans les dernières semaines, derniers mois avec la suspension des subventions. Bon, c'est revenu au provincial, mais quoi qu'il en soit, les tarifs, il y a un paquet de trucs là, qui nous sont tombés sur la tête à la dernière minute qui vont sûrement impacter les résultats pour 2025, mais néanmoins, 2024 fut une année très faste en ce qui touche les immatriculations de véhicules électriques au Québec. Donc, on peut quand même se féliciter de cet immense succès qu'on a ici, qui est observé par tous les gens qui s'y connaissent là, à travers le monde. Le Québec est vraiment sur une belle lancée. On espère que malgré tout, ça va pouvoir se poursuivre en 2025. Écoutez, on commence à en parler. Vous avez peut-être vu passer des publications sur nos réseaux sociaux. Nous sommes à l'épisode 195, l'épisode régulier 195, donc à 5 épisodes de la 200e de Silence on roule. Eh bien oui, la 200e, ça s'en vient. Et puis, il y aura un événement spécial, roulement de tambour. On aura un événement spécial, donc une captation devant public de ce 200e épisode, dans le fond, de Silence on roule, qui aura lieu samedi le 14 juin prochain à 13h30 et ça va avoir lieu à la microbrasserie La Brew Shop de Sainte-Julie. Donc, c'est une captation, donc un épisode du podcast qui va être enregistré, mais live devant public finalement à la Brew Shop. Donc, ceux que ça intéresse, là, vous pouvez vous inscrire. Donc, il faut réserver cependant. L'endroit est limité en termes de nombre de sièges. C'est une microbrasserie, donc on n'a aucune idée là, comment les gens vont se déplacer puis vont se rendre pour y assister. Donc, de façon à gérer un peu, on doit réserver des billets, mais c'est gratuit, je tiens à vous le dire. Donc, tous ceux qui veulent participer en tant que spectateurs, assister à cet enregistrement-là de la 200e de Silence on roule, vous avez différentes façons de faire pour réserver vos places. Vous allez au 200, donc 200.silenceonroule.com. Vous allez arriver directement sur notre billetterie ou encore sur notre site web, silenceonroule.com. Si vous allez sur le site web, là, vous allez voir en haut du site web, il y a un petit bouton vert sur lequel c'est écrit « Réservez vos billets pour la 200e gratuit ». Donc, vous cliquez là-dessus, puis vous pouvez réserver vos billets, donc 1, 2 billets si vous venez accompagner, etc. Évidemment, les places étant réservées et je m'attends, parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes et il y en a
plusieurs qui ont l'intention de venir. Je m'attends à ce qu'on soit capable là, de pas mal remplir la place. Donc, évidemment, si vous réservez des billets, on s'attend là, que vous allez être présents avec nous sur place. Ça va être intéressant. Plein d'invités. On va faire une rétrospective des 200 épisodes. On va parler un peu, on va échanger avec les collaborateurs. Plusieurs chroniqueurs vont être là sur place. Donc, vous allez voir, ça va être un événement à la fois festif et instructif. Donc, un incontournable là, pour ceux qui suivent depuis plusieurs années le podcast. J'espère vous voir là en très grand nombre. Ça va être super intéressant. Aujourd'hui, on a un épisode aussi très intéressant. Notre ami Laurent Gigon et sa chronique Supercharge. Et là, aujourd'hui, on va avoir Philippe Corbeil qui nous parle encore de mobilité électrique qui ne sont pas des voitures. Donc, une autre chronique fort intéressante à écouter. Et en grande entrevue aujourd'hui, très spécial, je pense. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça, avec Martin Guilbeault qui travaille au service des incendies de Montréal, responsable de la formation des pompiers là-bas. Il va nous parler un peu comment les pompiers sont préparés à intervenir si jamais il y a des feux qui surviennent sur des véhicules ou des objets qui fonctionnent avec des batteries, comme des véhicules électriques, des scooters électriques, etc. Et puis, la question sous-jacente, est-ce qu'il y en a tant que ça, des feux de voitures électriques? J'imagine que si vous connaissez un peu les voitures électriques, vous le savez qu'il n'y en a pas tant que ça. Puis, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui travaille dans le domaine, qui nous le confirme, mais qui nous parle en même temps des particularités, des choses à faire attention quand on travaille là, à éteindre des feux qui impliquent des batteries au lithium. Donc, sans plus tarder, je vous propose tout de suite qu'on aille écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. L'Association des véhicules électriques du Québec a tenu à exprimer ses préoccupations quant aux mesures du budget 2025 du gouvernement du Québec qui pénalisent les propriétaires de véhicules électriques en remettant en question l'engagement du Québec envers la transition énergétique. Alors que ce dernier s'est fixé l'objectif d'interdire la vente de véhicules à essence neufs en 2035, il est essentiel que les politiques gouvernementales soutiennent activement cette transition plutôt que de s'imposer des freins injustifiés. Or, le budget 2025 introduit une taxe d'immatriculation pour les véhicules électriques tout en laissant planer l'incertitude quant au financement des incitatifs à l'achat et à la recharge. En effet, dès 2027, les propriétaires de véhicules électriques devront payer une contribution annuelle de 125 $ et ceux des hybrides rechargeables de 62,50 sous prétexte qu'ils ne paient pas la taxe sur l'essence. Pourtant, selon les données du coût social du carbone, avec plus de 375 000 véhicules électriques sur les routes du Québec, l'électrification des transports permet déjà une économie annuelle d'environ 366 millions de dollars en coûts sociaux grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'amélioration de la qualité de l'air. Nous sommes d'avis à l'association que cette nouvelle taxe pénalise les citoyens qui font un choix responsable pour l'environnement et en santé publique et ça envoie un message contradictoire quant à l'ambition du Québec de devenir un leader en électrification des transports.
Dès cet été, les propriétaires de Honda Prologue et de Acura ZDX pourront recharger leurs véhicules sur plus de 22 000 superchargeurs Tesla au Canada et aux États-Unis. Cette expansion devient possible grâce à la mise en circulation d'un nouvel adaptateur CCS-NACS qui permettra la compatibilité avec le North American Charging Standard, le standard NACS. Cet adaptateur ne se limitera pas aux superchargeurs Tesla, il sera également compatible avec la nouvelle norme de recharge rapide à courant continu intégrant le NACS. Selon le vice-président adjoint du développement commercial et de l'engagement client, l'accès au réseau de recharge vaste et fiable est un facteur décisif pour les consommateurs qui envisagent l'achat d'un véhicule électrique. En offrant à nos clients canadiens la possibilité d'utiliser les superchargeurs de Tesla en plus des réseaux existants, nous leur facilitons la transition vers l'électrique, a déclaré le responsable de Honda. L'adaptateur sera proposé chez les concessionnaires Honda et Acura dès le début de l'été. Hyundai Motors et GM sont sur le point de finaliser un accord permettant à Hyundai de fournir 2 modèles de fourgonnettes électriques à GM. Selon une source proche, des discussions et des documents internes ont été examinés et confirmés par Reuters. En échange, GM pourrait fournir des pick-up à Hyundai pour qu'ils soient vendus sous sa propre marque en Amérique du Nord. Cette collaboration pourrait ouvrir la voie à un partenariat plus large avec des discussions portant sur l'achat et le développement en commun de puces informatiques, de batteries de nouvelle génération et de matériaux de batterie. Comme d'autres constructeurs, GM et Hyundai font face à la montée puissante des fabricants chinois de véhicules électriques et aux tensions commerciales mondiales. Partager certains modèles leur permettrait de réduire les coûts et d'accélérer leur développement. En 2024, la compagnie chinoise BYD a dépassé Tesla en chiffre d'affaires, atteignant 107,2 milliards de dollars, donc une augmentation de 29 % en un an, contre 97,7 milliards de dollars pour son rival américain. Cette performance dépasse les prévisions des analystes. Déjà leader en Chine, BYD se déploie maintenant en Europe, sponsorisant l'Europe 2024 et en ouvrant de nouvelles concessions. Pendant ce temps, Tesla traverse des turbulences et BYD affiche un bénéfice de 5,55 milliards de dollars, soit une hausse de 34 %, une percée dans la recharge ultra rapide. BYD a dévoilé une batterie révolutionnaire permettant de récupérer 470 km d'autonomie en 5 minutes avec une puissance de 1000 kW, soit le double des superchargeurs Tesla. L'entreprise prévoit 4000 stations de recharge ultra rapide en Chine. BYD s'impose maintenant comme le nouveau leader mondial de véhicules électriques, mais doit surmonter les barrières protectionnistes qui peuvent, pour le moment, nuire à son ascension. Dans le cadre d'un deuxième appel pour projet pour le déploiement de bornes de recharge rapide publiques au Québec, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, annonce l'ajout de 394 bornes publiques additionnelles réparties dans 66 villes et municipalités qui viendront s'ajouter à l'offre actuelle. Cette annonce s'inscrit dans la foule des actions réalisées par le gouvernement pour soutenir l'électrification des transports et ainsi contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec. D'ailleurs, en 2023, il a annoncé la stratégie québécoise de recharge pour véhicules électriques et à ce jour, le Québec est la seule province canadienne à disposer d'une telle stratégie. Alors que les Canadiens se rendront aux urnes le 28 avril, la question des incitatifs à l'achat de véhicules électriques s'invite au cœur du débat électoral. Les libéraux et le nouveau Parti démocratique s'engagent à rétablir les subventions fédérales abolies en mars, tandis que le Bloc québécois propose une approche plus ciblée avec un crédit d'impôt temporaire. En 2024, les véhicules électriques ont atteint un record au pays. Un véhicule 9 sur 7 vendu au Canada, était entièrement électrique ou hybride rechargeable selon Statistique Canada. Le Québec domine le marché, représentant à lui seul près de 54 % des ventes. Cependant, la croissance pourrait ralentir. La fin soudaine des incitatifs fédéraux pouvant aller jusqu'à 5 000 $ a semé l'incertitude chez les consommateurs et les constructeurs. Au Québec, le programme provincial Rouler vert a repris depuis le 1er avril, après 2 mois d'interruption, mais avec une réduction graduelle des aides financières. Pour Daniel Breton, président directeur général de Mobilité électrique Canada, il est impératif de réintroduire les incitatifs fédéraux pour maintenir la dynamique vers une transition énergétique. Toutefois, il recommande une approche plus dégressive. Nous suggérons de repartir à 5 000, puis de réduire le montant de 1 000 $ chaque année jusqu'à disparition complète des subventions, explique-t-il. Il critique la suppression brutale du programme en janvier dernier. Passer de 5 000 $ à zéro du jour au lendemain, c'est le pire scénario possible. Ça déstabilise toute la chaîne des manufacturiers, aller jusqu'aux consommateurs.
Depuis octobre 2024, le gouvernement du Canada a imposé une taxe de 100% sur tous les véhicules électriques en provenance de Chine, une riposte commerciale musclée qui s'aligne sur la politique protectionniste des États-Unis. L'objectif est de freiner l'arrivée massive de modèles chinois à bas prix et protéger l'industrie nord-américaine de l'automobile. Mais cette taxe ne cible pas uniquement les géants chinois comme BYD, Xpeng ou encore NIO. Des marques bien établies à l'international comme Volvo, Mini, Polestar voient aussi leur stratégie bousculée puisque certains de leurs modèles de véhicules sont fabriqués dans des usines chinoises. Le cas le plus emblématique est sans doute celui de la Polestar 2, entièrement assemblée à l'usine Geely de Lucao. Elle se retrouve frappée de plein fouet par la nouvelle taxe. Résultat, son prix double à l'importation, la rendant tout simplement invendable dans le contexte actuel. Si les stocks présents au Canada peuvent encore être écoulés, aucune nouvelle livraison n'est prévue, tant et aussi longtemps que les mesures tarifaires resteront en vigueur. Pour contourner l'obstacle, Polestar mise désormais sur la modèle Polestar 3 et 4 qui seront produits en Caroline du Sud et en Corée du Sud. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Supercharge est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre véhicule électrique à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Pour tout connaître de la recherche et développement et des nouvelles technologies qui entourent les véhicules électriques, voici la chronique Supercharge avec Laurent Gigon. Laurent Gigon, bonjour. Hey, salut Martin, comment ça va? Ça va bien. T'as l'air reposé, t'as l'air d'un gars qui revient de voyage, toi. Ouais, mais justement, oui. On va juste d'abord parler de voyage, hein? Oui, mais je suis parti faire un petit voyage en France. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ramené cet accent ridicule. Je m'excuse, j'arrive plus à m'en débarrasser, tu vois. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? On est comme ça, nous les Québécois, on prend l'accent rapidement. C'est ça, des caméléons. Des caméléons. Écoute, justement, puis c'était évidemment une mise en place un peu forcée de ma part, parce que je savais fort bien que nous allions parler de voyage. Écoute, ça fait quelques fois, ça fait beaucoup de fois que tu vas en voyage en Europe, évidemment, dû à tes origines, ton travail et tes affinités. Et ça fait plusieurs fois que je me dis, il faudrait parler un peu de ça, parce que je te vois te promener un peu partout, je te vois avoir des voitures, des bagnoles électriques là-bas, puis je me dis, beaucoup de gens font des voyages pour le plaisir particulièrement, ou parfois par affaire, vont en Europe, puis songent peut-être à faire une location de véhicules électriques, mais on ne connaît pas très bien l'état de la situation dans les vieux continents, puis on se la joue un peu sécuritaire, puis on prend une bagnole au diesel pour pas se retrouver en terrain inconnu. Mais là, on fait face à une autre réalité. C'est que là-bas, des autos automatiques, il n'y en a pas beaucoup. Puis il y a beaucoup de gens ici qui ne conduisent pas ou peu manuel. Puis là, ils doivent se louer une voiture puis avoir presque automatiquement être automatique. Alors là, le véhicule électrique peut devenir une option intéressante. Toi, j'ai vu que là, tu as conduit électrique. Est-ce que tu conduis toujours des voitures électriques en Europe? Alors, c'est ça, Martin. Et ça fait depuis, je dirais, l'année dernière que je me suis lancé là-dedans en louant des voitures électriques, parce que je dois t'avouer qu'avant ça, comme tu le disais, j'hésitais pour ces raisons-là, parce que je ne connaissais pas le réseau. Il faut dire qu'il était beaucoup moins dense qu'il est aujourd'hui. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que le réseau s'était vraiment densifié. Donc l'année dernière, pour la première fois, j'ai décidé de franchir le pas et de louer une voiture électrique. Et je vous en ai parlé puisque c'était le ID Buzz. Oui. Effectivement, moi je conduis en manuel, j'ai appris en manuel, donc pour moi c'est pas un problème. Mais malgré tout, je trouve ça super agréable de ne pas avoir à passer de vitesse. Donc j'essayais toujours de louer une voiture automatique en Europe avant d'avoir des électriques, puis ça coûte une fortune. En général, ils offrent ça uniquement dans les périodes estivales quand les Nord-Américains sont là. Mais ça coûte cher, puis c'est un luxe. Donc j'étais la plupart du temps en manuel. Je déteste pas ça, mais parfois sur des longs parcours ou dans le trafic, on a envie d'avoir un petit peu la paix et de profiter du paysage. Donc, c'est un argument de plus pour les voitures électriques. Puis, l'autre argument que vous connaissez tous, puisque vous écoutez ce podcast, c'est que en électrique, c'est super silencieux, c'est super
calme. Il n'y a pas d'à-coups, pas de transmission. Et ça permet de profiter des paysages vraiment. Je le dis, ça fait une différence quand même. Donc, c'est hyper intéressant. Et la question qui me vient en tête rapidement, Laurent, c'est quelle est l'offre ou la disponibilité des voitures électriques? Parce qu'ici, il commence à y en avoir, mais vois-tu, je suis allé en voyage il n'y a pas tellement longtemps, puis le comptoir où je suis allé, la compagnie en avait, mais pas au comptoir où je suis allé, donc ça semblait être quelque chose de vraiment, si tu es chanceux, tu peux tomber sur une. Toi, en France, c'est disponible? Là? Oui, alors en France, je ne connais pas les autres pays européens, mais en France, à l'aéroport à Paris, il y a vraiment un choix de véhicules électriques à tous les prix et je te dirais même que parmi les véhicules les moins chers, on va retrouver une gamme électrique. Il y a souvent 1 ou 2 véhicules électriques qui sont parmi les moins chers. Donc, mon dernier voyage, j'ai loué une MG4 électrique. C'était une long range, je pense. Ça, c'est une voiture chinoise, hein? C'est un groupe britannique à l'origine, mais qui est maintenant d'intérêt chinois. C'est une petite, je dirais un petit SUV, mais qui est plus proche d'une berline au niveau du format qu'un SUV. C'est plus petit qu'une Model Y en habitabilité. Mais ça ressemble à ça. Ça coûte 30 000 €. Donc, c'est quand même moins cher qu'une Model Y, puisqu'une Model Y en Europe coûte 46 000. Donc, ça donne un aperçu. Celle que j'avais offrait quand même un 400 km d'autonomie. Bon, il faut savoir que sur l'autoroute, on va rouler à 130 en France, donc l'autonomie va quand même chuter en dessous de 300 km. Là. Mais l'offre de véhicules électriques est vraiment là. Et tu disais que les prix sont intéressants, donc au niveau de la location, c'est pas un enjeu de dire je vais payer plus cher pour avoir de l'électrique. Donc, l'électrique est quand même abordable en termes de location. Mais une fois qu'on est parti avec le véhicule et puis qu'on fait de la route et qu'on veut se charger, comment tu t'y prends? Est-ce que tu charges uniquement à l'hôtel? Est-ce que tu loues une maison? Est-ce que tu recharges sur la route? Quel a été ton patron de recharge là, le temps de ton voyage? C'est ça. Alors, quand on part à l'aéroport, ils nous livrent une voiture qui est en général à 80% ou plus. Donc là, j'avais une voiture qui était à 80%. Ça me permettait quand même de prendre l'autoroute. Et sur l'autoroute, en France, sur tous les autoroutes en France, vous avez à chaque fois qu'il y a une station-service un réseau de bornes de recharge. Donc, vous avez au moins 10 bornes de recharge haute vitesse, enfin, à grande puissance. Donc, on parle de recharge à partir de 175 kW jusqu'à 300, 350 kW. Donc, la plupart du temps, c'était des 300 kW. Et on en a au moins 10 hors saison. Donc, en dehors du mois de juillet et du mois d'août, il n'y a aucun enjeu. Donc, il n'y a personne. J'étais pratiquement tout seul tout le temps sur les bornes. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Il semblerait, et ça je ne l'ai jamais essayé en pleine saison, qu'en pleine saison juillet-août, il y a un enjeu. Donc attention à vérifier ça. Ça se peut que vous soyez obligé d'attendre si vous êtes pendant les grands départs en vacances, parce que les Français partent en vacances tous en même temps. Donc si vous êtes dans les grands départs, vous allez certainement avoir un enjeu d'attente aux bornes. Donc des bornes, il y en a donc à toutes les stations-service sur les autoroutes. Ça veut dire qu'il y en a à peu près tous les 30 à 40 km maximum. Et à chaque fois que vous arrivez sur une station-service, vous avez un panneau de circulation qui vous donne la distance du prochain réseau de recharge. Donc, on sait si... Avec le petit logo. Ouais, donc, on sait si... est-ce qu'on doit recharger pleinement ou faire une petite charge, ou encore si on a un problème avec les bornes là où on se trouve, on sait quelle distance on en fait pour se rendre au prochain site. C'est ça. Moi, le conseil que je donnerais, c'est qu'à la première recharge, attendez pas d'être à 10% pour sortir, vous recharger. Allez-y quand vous êtes à 30% pour être sûr que tout va bien. Ça se peut que vous rencontriez certains échecs au niveau de la connexion du véhicule avec la borne, comme ça m'est arrivé. C'est pas la fin du monde. Il faut garder son sang-froid puis se reprendre. Il y a plein de bornes. On peut changer de borne. Et si vraiment, au pire, ça fonctionne pas, on peut repartir plus loin ou se faire dépanner par quelqu'un. Écoute, Laurent, le temps file vraiment très vite, mais j'ai quand même des questions importantes. Toi, est-ce que tu as magasiné un réseau? Est-ce que tu t'es abonné à quelque chose ou tu as vécu ça là, à la bohème, on the fly? À la bohème, on the fly. Je m'arrête et je me sers de ma carte de crédit pour payer. Donc, il y a un réseau, il y a différents réseaux, Total Energy, Ionity, Fastned, Allejo, Engie. Donc, il y a plein de réseaux différents. Ils fonctionnent tous à peu près pareil. Donc, le plus difficile, ce serait Total Energy, sur lequel ça m'est arrivé d'avoir des difficultés, mais les autres, j'ai jamais eu vraiment de problème avec. Donc, et puis, il y a un numéro de téléphone. Donc, moi, ce que je vous suggère,
voyageurs, c'est d'avoir une connexion Internet quand même en voyage. Ça, c'est super important, une bonne connexion Internet, puis d'avoir un numéro, vous pouvez, une carte qui vous permette d'appeler en France, tout simplement. Si jamais il y a un problème technique, vous appelez l'opérateur, ils répondent, il y a un service par rapport à ça. Mais donc, tu démarrais sans abonnement, directement, avec un code QR sur la borne, avec une carte de crédit? Oui, c'est ça. J'ai jamais eu d'abonnement. Donc, quand vous arrivez sur les stations, la plupart des bornes, vous avez un code QR sur chaque borne. Vous scannez le code avec votre téléphone et là, ça vous ouvre le site web. En fait, c'est une session dans le site web qui identifie le numéro de la borne directement. Vous rentrez votre carte de crédit et puis à partir de là, vous pouvez créer un compte ou pas si vous voulez. Moi, je ne crée pas de compte. Et une fois que vous avez rentré votre carte de crédit, il y a une préautorisation qui se fait. Puis là, vous pouvez connecter votre véhicule et vous allez après être au compteur au kilowattheure parce que c'est chargé au kilowattheure. D'accord. Comme ici, finalement, pour les comme bornes ici, oui. Et les prix, Laurent, est-ce que c'est comme ici? Alors, les prix, c'est un petit peu plus cher. L'énergie en Europe coûte plus cher en général qu'en Amérique du Nord. Donc, on parle de 59 centimes le kilowattheure. Donc, on a fait les calculs. C'est à peu près 92 centimes. 92 sous le kilowattheure en dollars canadiens. À des puissances où ici, c'est environ une soixantaine de sous le kilowattheure, donc c'est un 30% plus cher. Oui, alors c'est ça. Si vous rechargez uniquement sur l'autoroute et que vous ne rechargez jamais à la maison ou dans votre résidence où vous êtes, là, vous allez payer le prix fort et ça va vous coûter sur des longs parcours plus cher que si vous roulez au diesel. À peu près le même prix que si vous roulez à l'essence. Donc, il n'y a pas de gain à faire particulièrement là-dedans. Le gain, on en a parlé au début, c'est vraiment par rapport à la conduite, l'agrément de conduite que vous allez avoir. Par contre, si on peut se charger à la maison ou à l'hôtel, ou tout ça, est-ce que là, le gain devient plus intéressant? Est-ce que toi, tu as utilisé de la recharge à destination ou uniquement de la recharge J'ai utilisé de la recharge à destination aussi. Sur les longs parcours, je suis toujours parti avec 100% de la batterie. Donc, ça m'a permis d'économiser parce que le tarif résidentiel est quand même nettement moins cher. On parle, je pense, de peu près 15 centimes d'euros ou quelque chose comme ça, ou 20 centimes d'euros. Donc, c'est quand même un tiers du prix de ce que ça coûte sur les bornes de recharge rapide. Sinon, vous avez des bornes de recharge lente, mais je te dirais que même les bornes de recharge lente sont quand même assez dispendieuses. On parle à peu près l'équivalent de $5 à peu près de l'heure sur une borne de 6 kW. En fait, c'est des bornes de 22 kW qui sont, mais la plupart du temps, on va chercher 6 ou 7 kW avec le véhicule. Donc, c'est quand même relativement cher. Donc, si je résume, ça fonctionne très bien. On n'a pas à avoir peur d'utiliser les voitures électriques en France. On va retrouver donc tous les mêmes agréments, puis voire même certains bénéfices comme essayer des modèles de véhicules qu'on ne peut absolument pas trouver par ici. Que vous n'aurez pas ici. La MG4, ça n'existe pas. Le ID.Buzz, je l'ai essayé avant tout le monde ici. Et bon, sinon, vous avez d'autres modèles qu'on trouve évidemment comme les modèles Tesla. Excellent. Et, par contre, si on pense qu'on va économiser beaucoup en faisant ça, ben non, on ne reviendra pas plus économique que les diesels. On économise peut-être sur le prix, en fait, sur le prix de la location de la voiture, parce qu'on a une voiture peut-être plus confortable pour un prix d'une voiture moins luxueuse en modèle essence ou diesel. Mais c'est vraiment l'agrément qu'on a en plus. OK, excellent. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Écoute, Laurent, j'espère que que ce que tu nous dis va donner un peu confiance aux auditeurs qui voyagent et peut-être, en tout cas en France, à tout de moins, là, se lancer puis pas avoir trop peur. Tu as dit que tu connais moins les autres pays européens, mais peut-être que si on a des auditeurs qui connaissent bien, que je ne sais pas moi, l'Angleterre, la Suède, la Norvège, la Suisse, nous donner un peu un feedback de comment ça se passe là-bas. Mais le réseau s'est bien développé. Donc, dans les 2-3 dernières années, là, on a amélioré. Le réseau est là, les gens parlent notre langue. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez aller demander de l'aide. Les gens vont vouloir vous aider, sont très, très volontaires par rapport à ça. Donc, c'est très positif. Ben, excellent. Laurent Gigon, merci beaucoup. Merci Martin, à très bientôt. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
On entend et on lit beaucoup de choses et on se pose beaucoup de questions sur les véhicules électriques, les batteries et les risques d'incendie associés. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai nul autre que Martin Guilbeault, chef de division Service de sécurité incendie de Montréal. Monsieur Guilbeault, bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter, donc, quel est votre rôle? Je m'appelle Martin Guilbeault, chef de division Service de sécurité incendie de Montréal. Donc, moi, je suis responsable de la formation au Service d'incendie de Montréal. Ça fait 32 ans que je fais ce métier-là. Donc, ce que les pompiers de Montréal savent ou ne savent pas, vous avez un petit peu à voir là-dedans. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Excellent. Première question que je pose tout le temps à mes invités, parce que ça met la table un peu. Est-ce que vous possédez un véhicule électrique, hybride? Présentement, je conduis un Ford Explorer 2023 hybride Police-Pack. Donc, c'est le véhicule qui nous est fourni par le Service d'incendie de Montréal pour les cadres comme ça, oui. Excellent. On va faire une petite rétrospective, on recule un peu dans le temps. Donc, les premiers contacts que les pompiers ou les intervenants sur des accidents ou des feux là, avec des véhicules avec des batteries, ça remonte à quoi? À plus de 30 ans sur les hybrides? Là? C'est comme ça que vous avez fait vos classes? À peu près. Ça remonte à peu près au début de ma carrière. Là, puis c'est là comme vous le savez, c'était très, très peu fréquent. Il y avait très, très peu de véhicules hybrides sur lesquels on pouvait être confronté. Mais tranquillement, pas vite, là, ça a changé. Puis avec l'avènement des batteries au lithium, là, c'est vraiment rendu exponentiel. Parce là, que ces premiers véhicules-là, c'était pas des batteries au lithium. La technologie semble pas être aussi, je dirais, peut-être un peu plus instable qu'elle était plus stable, si vous voulez, qu'elle est instable présentement. Fait que c'est un peu ça qui nous faisait que... Puis le fait qu'on n'en avait pas beaucoup aussi sur le marché. Il n'y en avait pas beaucoup, puis c'était des plus petites batteries. On n'a pas besoin d'énormément d'autonomie. Pour aujourd'hui, donc, la grande différence, on parle les piles au lithium-ion qui sont arrivées, le nombre de véhicules électriques qui se multiplie également, et il y a des batteries sur des types de véhicules de plus en plus variés. On n'est pas juste sur l'auto, là. Nous autres, Montréal, on est une grande agglomération où il y a plusieurs autoroutes qui passent. Donc, on a des véhicules réguliers, on a des camions, on a des autobus, on a maintenant beaucoup de compagnies de livraison utilisent des véhicules à batterie. Puis, on a aussi tout ce qui est dans l'industriel, donc des chariots élévateurs. Fait qu'on a une panoplie de véhicules qui utilisent des batteries au lithium. Et chaque année, ça se multiplie, ça augmente. Donc, pour nous, ça augmente le risque. Le risque, c'est une chose. Les cas réels avérés, c'en est une autre. Quand ça arrive, quand il y a un feu qui prend dans un véhicule qui possède une pile lithium-ion, quels sont les risques qui sont liés à cette intervention-là que vous devez faire sur les véhicules pour les pompiers? Les risques sont de quelques risques différents, mais le premier, c'est surtout la vélocité de l'incendie. Si on compare un feu de véhicule électrique versus un feu de véhicule à essence, le feu de véhicule électrique va être beaucoup plus intense. Il va dégager des gaz qui sont toxiques et inflammables. Et il y a une autre possibilité aussi avec le véhicule électrique, c'est la possibilité de réignition. Tant qu'il reste de l'énergie dans la batterie, il y a une possibilité de réignition. Là, on parle seulement pour les feux de véhicule. Si on parle pour un accident de véhicule, là, il y a d'autres choses. La batterie peut être impactée par un accident, peut être déformée ou quoi que ce soit. Là, ça peut amener la possibilité que la batterie s'enflamme. Et là, à ce moment-là, on retombe dans le pattern de la fumée produite, les gaz inflammables et tout ça. Et ça, ce bout-là, je pense que c'est le bout que les gens ont le plus entendu parler, c'est-à-dire que quand il y a un feu de batterie, de véhicule électrique, le feu... Les gens savent que le feu, il est particulier. Là. Il n'est pas comme un feu de pétrole ou un feu normal d'une matière inflammable qui brûle. Donc, on parle souvent de chaleur plus intense, d'intensité de feu très, très grande. Est-ce que vous avez assisté vous-même à ce genre de feu-là? Et qu'est-ce que... Ça doit être assez saisissant. C'est assez impressionnant comme incendie. C'est surtout très intense. Mais une chose que je veux dire tout de suite en partant, c'est que c'est pas fréquent, les feux de véhicules électriques. Mais quand ça débute, quand ça commence, on fait face à ce qu'on appelle dans notre jargon un emballement thermique. Donc, on sait qu'une pile est formée de plusieurs petites piles. Et quand cette pile-là chauffe, elle dégage suffisamment de vapeur et de chaleur pour allumer la pile voisine, qui, elle, allume la pile voisine. C'est une réaction en chaîne. C'est une réaction en chaîne, c'est ce qu'on appelle l'emballement thermique. Puis c'est ça qui est très difficile à combattre pour nous, les pompiers. OK. Et donc, je comprends, là, je déduis de ce que vous me dites que dans un feu normal, la vitesse à laquelle progresse le feu est plus linéaire, plus prédictif, alors que dans ce cas-là, c'est une réaction en chaîne qui fait que ça déboule très rapidement d'un petit feu à un immense feu. Oui, puis si on compare un véhicule à essence versus un véhicule électrique, quand on a un emballement thermique, on parle de secondes avant que le feu se déclare et de secondes avant que le feu se propage. Tandis que quand on parle d'un véhicule à essence, on peut parler de minutes
en temps de propagation. Fait qu'on a vraiment une différence au niveau de l'intensité et de la rapidité du phénomène. OK. Et dites-moi si je me trompe, mais il n'y a pas un phénomène de réignition aussi, c'est-à-dire que le feu peut être éteint puis repartir? Ouais, comme je disais tantôt, un des risques qu'on vit avec les véhicules électriques, c'est qu'il y a une possibilité de réignition tant qu'il y a de l'énergie à l'intérieur de la batterie. Donc, si on a un feu de véhicule électrique, qu'on est en mesure, nous les pompiers, d'éteindre le feu de véhicule, mais qu'il reste une partie de la batterie qui n'a pas été consumée par l'incendie, il y a un potentiel à cet endroit-là de réignition. Parce qu'il y a encore de l'énergie dans la batterie. Parce qu'il y a encore de l'énergie, exactement. Puis ce qu'on voit, ce qu'on a vécu, c'est qu'on a vécu des réignitions 24 heures, 48 heures et même une semaine après l'incendie. Oh wow. OK, là, c'est pas, on parle pas, OK. Donc, non. Le feu est éteint, on remorque tout ça, on amène ça dans une fourrière, puis quelques jours après, le feu reprend dans la batterie. Oui, et c'est pour ça que l'Association des remorqueurs du Québec a suivi une formation sur comment entreposer un véhicule électrique. Fait qu'ils ont des normes à respecter. Ils doivent l'isoler dans la fourrière pour être sûr que la réignition ne vient pas endommager ou se propager à d'autres véhicules. Bien sûr. Écoute, ça m'amène un nombre effarant de questions. Tout ça, c'est relativement nouveau dans l'histoire du métier de pompier. Vous avez des batteries, on parlait tantôt de 20-30 ans, mais ça fait quoi? Moi, personnellement, ça fait 13 ans, 14 ans que j'ai une voiture électrique. Disons que ça fait une dizaine d'années que c'est populaire ou que c'est plus populaire. Donc, vous êtes confronté à du volume depuis une dizaine d'années ou à peu près. Est-ce que la formation là-dessus, est-ce que ça fait partie de la formation inhérente d'un pompier lorsqu'il devient pompier à intervenir ou c'est une formation d'appoint qui est faite a posteriori une fois en service? Bien, en fin de compte, la réponse, c'est les deux. En formation initiale à l'école de pompiers, on parle des batteries au lithium, mais puisqu'on fait face à un problème qui est émergent, la formation est émergente aussi, donc elle est en train de se bâtir tranquillement pas vite. Et tous les services d'incendie sur la planète travaillent à essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Fait qu'au niveau de la formation, ça se fait à l'école de pompiers. Et par la suite, quand les gens rentrent dans les services d'incendie, chacun des services d'incendie fait de la formation continue par rapport à ça. Okay. Vous m'avez parlé précédemment qu'avant la pandémie, le CIM, c'est le Service d'incendie de Montréal, qui avait organisé une formation pour 2385 pompiers. Oui, bien, au CIM, on a 2385 pompiers qui travaillent pour le service d'incendie. Donc, tous les pompiers dans les 68 casernes. Ce qu'on a fait avant la pandémie, dans notre processus de formation, c'est qu'on a des véhicules électriques pour les gens de la prévention. Fait qu'on a pris une Bolt, puis on a fait faire le tour de toutes les casernes avec des instructeurs pour que les pompiers et les pompières se familiarisent avec le type de véhicule électrique. Où sont les rupteurs? C'est quoi le fil orange? C'est quoi de la haute tension? C'est quoi de la basse tension? Qu'est-ce qu'on fait si on a un accident de véhicule? Et ça, combiné à un dispositif, un programme qui existe aussi, qu'on a à notre centre de communication, où on a la nomenclature de tous les véhicules électriques en service et tous les véhicules à essence en service. Donc, on peut appeler notre centre de communication puis faire vérifier si un véhicule, exemple, une Tesla, telle année, tel modèle, la batterie est située à quel endroit, où sont les rupteurs pour les pompiers, tout ça. Fait que ça, on a ça dans l'ordinateur. Ça c'est donc, c'est comme une espèce de help desk là, qui vous répond live, puis ils comprennent que vous êtes pressé quand vous les appelez parce qu'il y a une situation. Puis... C'est notre centre de communication qui fait on fait ces demandes-là à eux, puis c'est eux qui sont capables de nous fournir ça. Là, vous parlez d'une formation que le service d'incendie de Montréal a organisée. Mais mettons que je demeure à Québec, Victoriaville, Trois-Rivières, devrais-je être inquiet? Parce que là, je comprends que cette formation-là, c'est local. Vous l'avez fait. C'est donc un pompier ailleurs, est-ce qu'il a le background nécessaire pour intervenir? Le pompier ailleurs a le background parce que, vous savez, nous, les services d'incendie, on échange beaucoup d'informations entre nous. Fait que je fais partie de tables de concertation au niveau des 11 plus grandes villes. L'École nationale des pompiers du Québec fait aussi une table de concertation. On a encore une réunion cette semaine. Donc, on fait de l'échange d'informations puis on s'assure que la formation est donnée à l'ensemble des pompiers parce qu'on sait que les véhicules électriques, il y en a partout. Donc, il faut que les pompiers soient capables d'être en mesure de répondre à n'importe quel type d'appel. OK. Donc, vous êtes bon à Montréal, mais ils sont bons ailleurs aussi. C'est ça, tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Tout le monde est bon. C'est rassurant. En 2024, vous avez mis en place une nouvelle procédure d'intervention, entre autres avec une couverture anti-propagation. Qu'est-ce qu'une couverture anti-propagation? En fin de compte, c'est qu'il fallait qu'on se positionne comme service d'incendie à voir qu'est-ce qu'on met en place. Parce que comme je vous parlais tantôt d'un risque émergent, je vous disais, il y a beaucoup de techniques qui sont encore en train d'être mises en place. Fait que ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a acheté une lance qui va sous le véhicule pour être capable de refroidir le plus possible la batterie. Et on a acheté des couvertures qui vont aller sur le véhicule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un emballement thermique, le fait de mettre une couverture sur le véhicule n'arrêtera pas l'incendie. Ce que ça fait, cette couverture-là, c'est que ça empêche de propager l'incendie aux véhicules qui sont adjacents ou au bâtiment si on est dans un stationnement souterrain. Okay. Fait qu'on vient comme limiter... Ça circonscrit au véhicule lui-même. C'est ça. Il va brûler autant, mais il va moins affecter les choses autour. Effectivement. La chaleur va être plus concentrée autour du véhicule.
Et ça vous parlait de ça, là, cette couverture-là. Puis j'ai vu il y a une semaine peut-être une publicité à la télévision d'un genre de couverture comme ça qu'on peut acheter pour mettre dans les maisons s'il y a un feu. Là. Puis, c'est-tu bon, cette affaire-là? Ben, écoutez, je suis un petit bémol sur cet aspect-là parce que je me dis tout le temps, la couverture, elle va être serrée à quel endroit? Ouais. C'est tout le temps ça. C'est de savoir ça prend 10 minutes à retrouver. Et voilà, effectivement. Mais le principe est le même. C'est-à-dire que le principe pour la couverture dans la cuisine va être couper le feu de l'oxygène. Par contre, pour un feu de véhicule électrique, ce n'est pas le but de la couverture. Le but de la couverture, c'est vraiment d'empêcher la propagation au risque adjacent. OK. Donc, vous nous avez expliqué qu'il y a de la formation, il y a de l'équipement. Ouais. Une question qui revient souvent, puis une préoccupation que les gens ont, c'est bien beau la théorie, mais il y a la pratique. Cette formation-là est-elle seulement théorique ou il y a un aspect pratique à ça? Est-ce que les pompiers se pratiquent à intervenir? Ou il y a un aspect théorique puis il y a un aspect pratique. Il y a toujours des éléments qui sont dans notre plateforme LMS où les gens vont aller chercher l'information. Puis les casernes où ils ont la lance et les couvertures, il y a une partie pratique à faire aussi. Mais on ne peut pas, au Québec, faire brûler de véhicules électriques de façon intentionnelle pour se pratiquer. Il y a des normes environnementales qui nous empêchent de faire ça, donc on ne peut pas faire ça. Fait que oui, il y a une partie pratique, puis il y a une partie théorique. Oui, c'est ça. On ne polluera pas l'environnement à détruire des batteries au lithium. Ça, je peux comprendre ça. Vous avez parlé tantôt que l'emballement thermique, c'est un défi, puis que vous avez des lances qui permettent de refroidir la batterie. Donc, on comprend que l'enjeu, c'est de maintenir la batterie la plus froide possible. Est-ce que c'est difficile à faire? Est-ce que c'est un... Bien, c'est un gros défi pour le service d'incendie parce que vous savez, vous êtes propriétaire d'un véhicule électrique, on ne veut pas que la batterie soit exposée aux éléments. On ne veut pas que le sel d'hiver vienne affecter la batterie. Donc, la batterie, elle est dans un compartiment qui est étanche. Donc, c'est difficile d'intervenir dessus. C'est difficile d'intervenir dessus. Fait que le seul moyen qu'on a présentement, c'est d'essayer de refroidir le plus possible la batterie pour diminuer la température, pour passer en deçà de la température minimum pour l'emballement thermique et arrêter l'incendie. Et on fait ça comment? C'est une lance qu'on glisse sous le véhicule. C'est une lance spéciale. Puis à partir de cette lance-là, nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'eau énormément. Ça prend beaucoup d'eau pour éteindre un feu de véhicule électrique. Fait qu'on va mettre de l'eau sous le véhicule, refroidir la batterie pour espérer diminuer sous la température du sol. Donc, ça prend plus d'eau que d'éteindre un feu de véhicule normal. Oui, tout à fait. Définitivement. Quand le feu prend et que la chaleur augmente, j'imagine que la concentration de la chaleur se fait sur la batterie. Est-ce que vous avez des équipements pour être capable de localiser là où c'est le plus chaud puis là intervenir ou vous faites seulement appel à votre centre d'appel qui vous dit non, refroidissez en avant, à droite, par exemple? Non, on a toujours des caméras d'imagerie thermique qu'on a sur les camions d'incendie. Fait que ça nous permet de savoir la batterie. Puis on le voit très clairement quand la batterie est en emballement thermique, en plus des flammes. Parce que des fois, il y a un emballement thermique, il n'y a pas nécessairement de production de flammes. Il peut y avoir seulement un dégagement de fumée. Mais avec la caméra imagerie thermique, ça nous permet de voir exactement où sont les points chauds puis d'orienter notre intervention par rapport à ça. OK. On a eu, il y a une trentaine d'années, les véhicules hybrides qui sont arrivés, les hybrides rechargeables un peu après, les tout électriques maintenant. Est-ce que l'intervention est différente en fonction de ces différentes technologies-là ou c'est toute la même affaire? Bien, pour nous, les pompiers, un véhicule électrique, soit hybride électrique ou hybride branchable, ça reste un véhicule électrique. Donc, dans notre type d'intervention, ça va pas mal être le même type d'intervention. Un véhicule à essence est une classe vraiment à part. Mais dès qu'on parle qu'il y a une présence de batterie, de moteur électrique, là, nous, on considère ça comme un véhicule électrique. OK. Donc, dès que vous considérez ça comme un véhicule électrique, vous faites le mode d'information. On fait le processus, oui. Puis, dans ce sens-là, si tantôt vous avez expliqué qu'il y a un risque de réignition de la batterie, si elle n'est pas consumée, ne serait-il pas une bonne idée, parce que de toute façon, une batterie qui a commencé à brûler, je pense qu'elle est pas mal perte totale anyway, est-ce que c'est pas de diminuer le risque que de la laisser brûler complètement plutôt que de l'arrêter puis qu'il reste des charges résiduelles dans une batterie? Je reviens à ce que je disais tantôt. Oui, effectivement, dans le fait que vu que c'est un risque émergent, il y a plusieurs services d'incendie qui commencent à regarder cette option-là de laisser complètement brûler le véhicule pour s'assurer d'enlever toute l'énergie dans la batterie. Par contre, il y a un autre élément, c'est que ça peut un feu qui peut durer quand même assez longtemps et ça fait énormément de produits de combustion qui sont dégagés dans l'environnement. Donc là, on est à... Il y a une balance à avoir entre les deux. Puis le problème aussi, c'est que si c'est un véhicule qui est dans un endroit complètement isolé, qui est loin des ressources d'eau, bien là, on pourrait laisser brûler. Ça serait peut-être la meilleure méthode. Par contre, si on a des risques de propagation, bien là, à ce moment-là, nous, on doit intervenir. Excellent. Je vous amène sur une autre piste maintenant. Entre nous deux sur la table, les auditeurs ne le voient pas, il y a un livre qui s'appelle « 50 mythes et de 1000 vérités sur les véhicules électriques ». Il y a plein de trucs intéressants là-dedans. Entre autres, on parle de feux de voitures électriques.
Moi, je vous pose la question sans vous donner la réponse qui est dans le livre. Est-ce qu'il y en a beaucoup de feux de véhicules électriques, toute proportion gardée? Là? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur des méchantes voitures électriques? Bien, vous avez une voiture électrique, ça brûle pas plus qu'un véhicule à essence. Là, ce qui est très important de faire la distinction là-dessus, c'est où on prend nos statistiques. De ce que j'ai regardé en préparant le podcast, c'est que si on prend un chiffron, sur 100 000 véhicules vendus ou sur la route, il peut y avoir 25 véhicules qui vont prendre en feu dans l'année. Peu importe le type de véhicule. C'est un véhicule électrique. OK. Électrique. Mais si on passe au véhicule à essence, on parle d'environ 1000 véhicules comparé à 25. Puis si on parle d'un véhicule hybride, on va vers autour de 3000. Mais ces statistiques-là sont difficiles à se définir parce qu'un feu de véhicule électrique dans un garage, est-ce que c'est le garage qui a pris en feu? Est-ce que c'est un autre élément du garage qui a pris en feu, qui a propagé l'incendie? Les éléments de recharge. Oui. Fait qu'au final, un véhicule électrique, c'est sécuritaire. C'est sécuritaire au niveau des probabilités d'intervention, mais quand ça brûle, c'est spectaculaire. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Autant, et voilà. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un paquet de gens qui croient plus ou moins aux voitures électriques. Donc, à chaque fois qu'il y a un feu de ça, c'est presque, dans certains cas, de bon ton que de le souligner au stylo pour dire, voyez comment c'est dangereux. Mais c'est pas que c'est dangereux, mais c'est surtout c'est très spectaculaire. Fait qu'il faut juste comprendre un petit peu la différence entre les différents types de véhicules. Mais il y a beaucoup plus de feux de véhicules à essence que de feux de véhicules électriques, toute proportion gardée. Là, pour la fin, je vous ai gardé un sujet très intéressant. L'épisode précédent, on a eu en entrevue des experts en micromobilité qui sont venus nous parler de la réglementation. Bon, je n'étais pas axé sur la sécurité ou les risques d'incendie, c'était plutôt axé sur la réglementation en vigueur. Mais moi, je vous amène, on va rester dans le même sujet qu'on avait sur la sécurité. On sait que, et mes invités en parlaient d'ailleurs, que beaucoup de ces petits objets de micromobilité-là, on parle de trottinettes électriques, de gyroroues, de tous ces petits moyens qui ont des batteries qui n'existaient pas ou qu'on voyait à peu près pas là, il y a une dizaine d'années seulement et qu'on retrouve partout. Il y a beaucoup de stocks cheap vendus sur Internet, que ce soit des sites de revente chinois cheap. Et on a vu beaucoup de feux dernièrement de ce genre de trucs-là. Quelle est votre perception de la situation par rapport à ces objets-là? C'est le plus gros défi des services d'incendie. Oh wow, c'est le plus gros défi. Un véhicule électrique, pour moi, ce n'est pas un stress. Les trottinettes, les vélos électriques et tout ce qui fonctionne avec des piles au lithium, qu'on appelle la micromobilité, c'est un défi pour nous. Je vous mets au défi de trouver un vélo électrique barré à l'extérieur la nuit à Montréal. Il n'y en a aucun. Tous les vélos électriques sont dans les maisons, au prix que ça vaut. Donc, la batterie est dans la maison aussi. Fait que là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux absolument parler de mes 5 B. Allez-y. On va prendre le temps qu'il faut. Non, mais c'est important parce que la micromobilité, si vous respectez les 5 B, donc la bonne batterie, avec le bon chargeur, au bon endroit, au bon moment, avec un bon avertisseur de fumée, vous êtes en business. Vous suivez les règles de l'art. Vous acheter un 6e B? Oui, mais c'était pas prévu. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous achetez une batterie sur des sites, comme vous avez mentionné, qui ne sont pas reconnus, que la batterie n'est pas reconnue ULC, qu'elle n'est pas homologuée, que vous essayez de dire, je vais pimper ma trottinette, je vais y rajouter plus d'ampérage pour être capable d'aller plus vite. Oui, il y a plein de gens qui s'annoncent, je vais modifier, font des modifications. C'est là qu'on a le plus d'interventions. Voyez-vous, là, l'année passée, en 2023, c'est-à-dire on a eu 43 interventions avec des piles au lithium. Je vous dirais là-dessus qu'on avait peut-être 5 véhicules électriques. Cette année, en 2024, les statistiques sont sorties, c'est 70 interventions. Là-dessus, j'ai 3 feux de véhicules électriques. Donc, les 67 autres interventions, ce sont des piles au lithium de micromobilité. Donc, toujours avoir la bonne batterie, le bon chargeur, au bon endroit. Pas mettre votre vélo dans la sortie qui vous permet de sortir de votre logement. Si vous le chargez là, puis le vélo prend feu, vous ne sortez pas de chez vous. Fait que c'est tous des éléments comme ça. Fait que ça, c'est important. La micromobilité, c'est un défi. On a beaucoup de prévention à faire au niveau de la micromobilité. Puis je suis content qu'on en parle encore aujourd'hui ici parce que c'est vraiment important que les gens soient au courant. Payer un petit peu plus cher pour avoir la bonne batterie, le bon chargeur. Et c'est vrai, et puis nous, on le répète ici souvent, que ce soit pour les chargeurs de véhicules électriques, par exemple, on dit, ça peut être tentant, le chargeur à 300$ sur Amazon, fabriqué en Chine, livré chez vous, mais après ça, tu as des déceptions, ça brise, pas de service, le fil vient raide comme de la broche l'hiver, tu as des difficultés à l'utiliser. Alors qu'il y a des bonnes compagnies au Québec qui fabriquent des produits homologués, certifiés, testés à notre climat.
évidemment, ces objets de micromobilité-là n'ont pas été testés à notre climat, ont souvent des pièces, on dirait, de 2e ou de 3e niveau de qualité au niveau des batteries. Posez-vous la question, si une bonne trottinette électrique coûte, par exemple, 1 500 $, vous trouvez une trottinette qui a des spécifications équivalentes, fabriquée en Chine pour 400 $, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un Là, problème. elle a pris le bateau de la Chine, elle est venue jusqu'ici, puis elle coûte le tiers du prix de ce qu'une bonne va coûter ici. Ça se peut pas que ce soit un produit de très grande qualité. Non, puis là. ce qu'on voit beaucoup, c'est que c'est au niveau de la conception de la batterie, de la qualité de fabrication de la batterie. Puis quand je vous parlais d'emballement thermique tantôt, ben c'est là. C'est là qui est le défi, puis c'est là qui est le game changer, excusez-moi l'expérience. Oui, puis on en a vu des histoires d'horreur. Je veux terminer quand vous dites le bon endroit pour charger la trottinette, puis vous parlez de l'intérieur. Effectivement, les gens, je vais vous faire une petite confidence. J'en ai une trottinette électrique, moi, puis elle est ici, là, elle est à l'intérieur dans le sous-sol. Là. Peut-être que je ne devrais pas faire ça. Vous allez me dire de la sortir. Mais on garde, ça veut dire qu'il faut la garder dehors, il faut la charger dehors. Comment on fait dehors? Les gens n'ont pas nécessairement accès à l'électricité. Ils sont en logement à Montréal. Là. Quand je vous disais le bon endroit, mais je vous ai aussi parlé du bon moment. Faites la recharge quand vous êtes présent. Puis assurez-vous que la trottinette n'est pas dans votre moyen d'évacuation. Je vous le dis, là, si vous allez voir sur YouTube des vidéos de trottinettes qui prennent en feu, là, je vous l'ai parlé tantôt de secondes, là, ça remplit la pièce rapidement. Donc, on la charge à l'intérieur, pas de problème. Mais si on voit une déformation au niveau de la batterie, ça gonfle. Si on voit, effectivement, si on voit un petit peu de fumée, on arrête immédiatement la charge et on sort le dispositif à l'extérieur. Ça, c'est très important. OK, on va suivre vos conseils. Parce qu'on vous aime bien. En fait, on vous adore et on veut vous voir le moins souvent possible. Ben moi, j'aime mieux venir vous rencontrer en faisant un podcast qu'en intervention. Ben, je suis bien d'accord avec ça. Ben, écoutez, M. Martin Guilbeault, qui est chef de division de service de sécurité incendie de Montréal, merci beaucoup pour votre générosité et votre temps aujourd'hui. Ça m'a fait bien plaisir. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique « Il n'y a pas juste des voitures » est une présentation du complexe EV, le plus grand centre de la mobilité électrique au Canada. Loisirs électriques, bornes de recharge, quadriporteurs, camions, retrouvez tout sous le même toit. Visitez complexev.com ou le 579-893-1155. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Bonjour. Pour ma chronique aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle gamme des motos de Zero, la série X. Zero Motorcycle fait des motos électriques depuis 2006. En 2025, Zero nous arrive avec la série X, une série de petites motos hors route. Elles sont disponibles en 2 versions, la XB et la XE. On est dans des gabarits similaires à la Apollo RFN Rally pour la XB et la XE est comparable à la Surround Super B. La XB est une moto qui peut aller jusqu'à 80 km/h et a une autonomie annoncée de 65 km à une vitesse de 50 km/h. Son moteur a une puissance de 7,5 kW, soit 10 chevaux, et il entraîne la roue arrière à l'aide d'une chaîne. Sa batterie de 74 volts et 32 ampères-heure est amovible et permet de stocker 2,3 kWh d'énergie.
La moto ne pèse que 63 kg, soit 139 livres, et se recharge sur le 110 volts de 0 à 100% en 3 heures. La XB se détaille 5 895 $. Et côté de la compétition, avec la Apollo RFN Rally, un peu moins puissante, elle est 6 999. Donc, on a un produit assez compétitif. Chez Apollo, on a aussi droit à une version qui est légale sur la route, ce qui n'est pas le cas chez Zero. La XE est plus puissante. Elle peut aller jusqu'à 85 km/h et a une autonomie de 100 km à une vitesse de 50 km/h. Son moteur a une puissance de 15,5 kW, soit 20 chevaux. Elle est entraînée par une chaîne et a un grand pneu de 21 pouces à l'avant et de 18 pouces à l'arrière. La moto a un poids de 223 livres, soit 101 kg. La batterie de 74 volts 58 ampères contient 4 kWh d'énergie et elle est amovible, ce qui permet de changer la batterie pour continuer de rouler sans avoir à attendre à recharger. Le chargeur externe se branche sur le 110 volts et permet de recharger la batterie de 0 à 100% en 5h30. La XE se détaille 8 995 $, ce qui se compare à la Super B chez Sauron qui se vend 8 595 $. Avec sa série X, Zero nous arrive donc en 2025 avec un nouveau produit sérieux et compétitif dans le domaine des petites motos hors route électriques. C'est tout pour moi aujourd'hui et on se reparle dans une prochaine chronique car il n'y a pas juste des voitures. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Un seul événement majeur à venir, c'est ce week-end. C'est l'AVEC se recharge au Salon de l'Auto de l'Outaouais. C'est du 11 au 13 avril au complexe Branche-Aubrière sur le boulevard Labrosse à Gatineau. Ensuite, plusieurs conférences sur les véhicules électriques. La première, le 22 avril à 19h à la bibliothèque de Châteauguay où j'aurai la chance de faire une conférence sur les véhicules électriques. Mes autres conférences sont le 7 mai à 19h à Sorel-Tracy. À la bibliothèque de Sorel-Tracy. La prochaine, le 10 juin à 19h à la bibliothèque municipale de Mercier. Et finalement, le 29 octobre à 19h à la bibliothèque Léo Le Cavalier de la Prairie. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Martin Guilbeault, Laurent Gigon et Philippe Corbeil. À la recherche, Martin Archambault, les chroniqueurs Stéphane Daou, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau. Réalisation et production, Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solutions, Précision PPF Vitres teintées, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe V, Roulon électrique, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes, ainsi qu'à notre boîte vocale numérique et le bouton pour réserver vos billets pour notre 200e épisode directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.